La guerre au Congo mérite qu'on en parle. Depuis plus de 2 décennies, le Congo est en proie à un conflit dévastateur à l'Est, dans sa partie Est, laissant aujourd'hui dans son sillage un héritage de souffrance, de résistance et d'espoir dans une région en quête de paix. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. Ici, votre serviteur Jean-Luc Umba Bakani. Je reçois aujourd'hui M. Ilav Loundé, qui est natif de l'Est du Congo, où sévit une guerre depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Bonjour, M. Ilav. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Ça va, merci. Je suis vraiment content d'être là. Moi également, je suis content de te recevoir dans la tribune. C'est une première et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Moi aussi. Ça fait toujours plaisir de recevoir des Congolais et de discuter et entendre un peu au travers de vous ce qui se passe là-bas. Et c'est mieux de toujours vous entendre, de toujours connaître un peu plus ce qui se passe à l'est du Congo. Cette guerre fait très mal, où il y a des femmes qui sont violées, où il y a des enfants qui sont tués, beaucoup de déplacés internes aussi. On va en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Je suis Ilav Loundé, né à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. Et j'y ai vécu jusqu'en 2006. Et après, je suis allé à Kinshasa. Ma famille, mon père était muté à Kinshasa, donc nous sommes allés à Kinshasa. Et après avoir eu mon diplôme d'État, le baccalauréat, c'est ça, Oui. je suis allé à Tunis, où j'ai fait premièrement les études en ressources humaines. Et après avoir obtenu mon diplôme en ressources humaines, je suis allé aux États-Unis, où j'ai fait d'autres études en administration des affaires, en finance. Et ça va faire à peu près 1 an que je travaille pour une banque aux États-Unis. Je continue mes études aussi. Je me documente beaucoup sur l'histoire du pays parce que j'ai eu à vivre quelques événements qui m'ont traumatisé étant petit, quelques atrocités auxquelles j'ai eu à faire face. Et à part ça, voilà, il n'y a rien. Donc, tu te documentes plus parce que tu viens de l'Est du Congo? Bon, premièrement, parce que je suis congolais, je pense que c'est le devoir de tout Congolais de connaître un peu l'histoire. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ça va faire 30 ans que ça dure et il faudrait quand même qu'on en parle. Mais Oui. pour en parler, il faudrait qu'on connaisse et qu'on maîtrise le sujet. Exact. Donc, je me documente sur ça parce que je suis congolais. Et deuxièmement, parce que j'ai vécu quelques drames, mais je pense que je peux dire que quand même, pour moi, ça va, parce que je n'étais pas autant exposé que ceux qui vivent ça. Je pense que c'est juste par rapport à la situation géographique de l'endroit où j'étais vraiment, mais je pense qu'il ne manquait rien que ce soit un endroit plus dangereux que les autres, en fait. Ok. Ouais. Toi, tu quittes Goma à quel âge? Je quitte Goma à... Les gens vont connaître mon âge. Je quitte mon âge à 8 ans. Okay. Je quitte Goma à 8 ans et j'arrive à Kinshasa. D'accord. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance à Goma aussi? Ouais, quelques-uns. Déjà beaucoup, mais... Qui sont vraiment liés à la guerre? Qui sont liés à la guerre, je dirais quelques-uns, parce que je me rappelle qu'une fois, j'allais à l'école et pendant qu'on suivait les cours, je devais être en première ou deuxième primaire, ça a commencé à tirer dehors et la dame qui nous enseignait nous avait demandé de nous coucher pour éviter une balle perdue. Une autre fois, il y a les cours qui avaient stoppé pendant la récréation parce que ça tirait dehors et il y avait un de mes oncles qui est venu nous prendre et on marchait, ça tirait. Et l'autre fois, c'est le pasteur de mon église qui avait ses enfants qui étudiaient dans mon école qui est venu nous prendre parce que ça tirait aussi. Il est venu prendre d'abord ses enfants et il nous a vus. Il a eu compassion, donc du coup, il a pris tous les enfants qu'il connaissait. Et on était à peu près une dizaine ou une quinzaine dans sa Mercedes 190, je me rappelle très bien. Et on est allé chez lui. Il y a quand même un petit espace. Oui, bien sûr, pour s'abriter. Et puis après, nos parents sont venus nous chercher. Mais ça, ce sont les événements qui sont passés à l'école. Parce que c'était un peu mon mode de vie à ce moment-là, aller à l'école. Mais à la maison, quand même, je me rappelle qu'il y avait quelques fois où ça tirait dehors. Et même chose,
on se couche pour éviter les balles perdues. Mais j'ai quelques flashs aussi, mais du moment où on se fait attaquer par des personnes qui ont des armes, je connais vraiment pas comment ça s'est passé, mais ma mère, quand elle me raconte ça, quand même, elle est Elle a vraiment bien vécu sûr, ça. bien sûr. Hmm. C'était vraiment un traumatisme. Donc, en gros, mais après, il n'y a pas que ça. L'Est, Goma, spécialement, c'est un bel endroit. Il y a, Oui, il fait beau vivre quand même, bien Goma. sûr, la vie est bien. C'est pas du tout cher. Ouais. Mhm. C'est une très belle ville aussi, Oui, très belle ville par des aussi. images. Moi, je suis Oui, pas encore allé là-bas, mais tu dois. d'après ce que je vois, Tu, bientôt, bientôt. tu devrais aller. Mais toi, est-ce que c'est à cause de la guerre que toi et ta famille, vous quittez Goma? Bon, je dirais oui et non. Ok. Oui, parce que c'est des événements qui traumatisent ma mère et elle se dit, elle exerce quand même une petite pression à mon père pour qu'il puisse demander à son travail, qu'on puisse nous délocaliser. Hmm. Et non, parce que à la fin, c'est pas mon père qui décide, mais c'est le travail. Ok, Même s'il ok. il finit par demander, on lui dit, bon, ok, ouais, tu vas là-bas. Si on lui avait pas accordé cette grâce-là d'accepter qu'il se déplace, peut-être qu'on serait resté à Goma jusqu'à jusqu'à quitter le Congo, quoi. Mais si on parle vraiment des origines de cette guerre, est-ce que tu as des connaissances par rapport à ça? Ouais, pour connaître les origines de la guerre, il faut déjà connaître les conflits de deux ethnies rwandaises, les Hutus et les Tutsis, parce que ça a une conséquence énorme sur, Sur la guerre à l'Est ouais, sur la aujourd'hui. guerre à l'Est. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Tutsis, c'est un peuple qui descend de la région du Nil, les Nilotiques. Ils sont descendus il y a plusieurs siècles avant et ils sont venus habiter au Rwanda où se trouvaient les Bantous. Et ils formaient normalement une minorité, c'est-à-dire 14%, c'était non, 15% c'était les Tutsis, 84% c'était les Hutus et 1% c'était les Tois. Les toits, oui. Oui, bien sûr, mais ces Tutsis qui sont arrivés au Rwanda à l'époque même colonisé, hein, ils avaient toujours ce rapport de supériorité à eux, de diriger le peuple Malgré le fait qu'ils ouais, soient bon, une malgré qu'ils minorité. étaient minoritaires. Et ça a duré pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y ait eu une révolution à la veille des indépendances des États africains en 1959. Les Hutus se sont révoltés, ils ont pris le pouvoir et ça a demandé à ce que les Tutsis puissent se réfugier dans plusieurs régions proches du Rwanda, notamment l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Ça, c'est comme ça que ça commence déjà. Il y a les premiers Tutsis qui arrivent en République démocratique du Congo en cette période-là. Il faut savoir que pendant l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui est menée par Patrice Emery Lumumba, il, y a, il va connaître une petite guerre froide quelques années après, qui va occasionner, qui va lui pousser à faire un choix, celui de faire intervenir les soviétiques en République démocratique du Congo. Alors, c'est un choix qui n'arrange pas Joseph Désiré Mobutu qui travaille avec lui et aussi qui n'arrange pas les Américains pour certains intérêts. Et comme Joseph Désiré Mobutu, en ce moment-là, il a une réputation d'un journaliste qui travaillait pour les services secrets belges, occidentaux, etc. Donc, ils vont finir par se mettre ensemble. Mais bon, on connaît l'histoire. Il y a Lumumba qui va tomber. Quelques années après, il y a Mobutu qui prend le pouvoir en République démocratique du Congo. Ça va durer 32 ans. Et il faut savoir que à la fin du XXe siècle, il y a une forte demande du coltan, vu à l'évolution de la technologie. Et pendant cette même période, en 1984, il y a l'Ouganda qui va prendre, Yoweri Museveni qui va prendre le pouvoir en Ouganda. Et parmi les gens qui vont l'aider à prendre le pouvoir, il y a M. Paul Kagame, qui fait partie de cette diaspora Tutsi qui a fui vers l'Ouganda à cause des conflits en 1959. Et lorsqu'il prend le pouvoir, M. Yoweri Museveni, il a aussi ce but-là de pouvoir, à son tour,
aider, soutenir Les Tutsis qui étaient là, qui l'ont aidé. Qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que M. Paul Kagame, qui en ce moment-là fait sa formation militaire aux États-Unis, est soutenu par Yoweri Museveni, et après, ils ont un plan, prendre le pouvoir au Rwanda, mais après, passer aussi par la République démocratique du Congo pour pouvoir prendre ces minerais, notamment le coltan, et les revendre aux Occidentaux. Et c'est ce qui va se passer. Déjà en 1990, il y a la première tentative de coup d'État au Rwanda, mais qui échoue et qui va finir par réussir en 1994. Habyarimana qui tombe. Et quand il tombe, il y a le peuple Hutu qui est marginalisé et qui subissent des massacres. Ces massacres-là vont les pousser aussi à fuir. Mais il y a une stratégie. La stratégie, c'est que on va bloquer les frontières qui vont les emmener à fuir de l'autre côté afin qu'ils fuient vers l'est de la République démocratique du Congo. Tu penses que c'est une stratégie qui a été mise en place? Oui, c'est une stratégie qui a été mise en place pour que, quand ils arrivent en République démocratique du Congo, premièrement, ils puissent les y massacrer en disant que ce sont des personnes qui sont un danger pour les Tutsis en République du Rwanda, mais aussi c'est un moyen de faire une diversion afin de pouvoir piller les ressources de la République démocratique du Congo. Donc, quand ils arrivent aux frontières de la République démocratique du Congo, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 entrées. Il y a l'entrée du Nord Kivu, Goma, Sud Kivu, Bukavu, et le lac Kivu, c'est l'entrée la plus dangereuse. Mais en ce moment, la République du Zaïre n'est pas totalement d'accord de les laisser pénétrer dans leur territoire. Là, à l'époque de Mobutu. Oui, à l'époque de Mobutu. Et notamment, M. Kengo Adondo, il dit non. Qui était Premier ministre à ce moment-là, il dit non. Mais sous la pression des Occidentaux. Et après, Mobutu, il voyait déjà que ses rapports avec les Occidentaux devenaient de plus en plus tendus. Donc, il va finir par céder. Donc, il a cédé à la pression. Il a cédé à la pression. Et c'est comme ça qu'il y a une deuxième vague de Tutsis qui va rentrer pour pouvoir massacrer les Hutus qui sont en train de fuir en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que, en ce moment, les conflits éclatent. Il y a les villages d'à côté de la République démocratique du Congo qui sont aussi pillés. Il y a les ressources qui sont pillées et qui sont... Et voilà, c'est comme ça que l'histoire commence. Tu penses vraiment que l'objet de cette guerre-là, c'est le minerai du Congo, oui, son sous-sol? Oui, exactement, parce que la République démocratique du Congo, avant même qu'il y ait ce conflit-là qui va éclater dans son territoire, la République démocratique du Congo avait l'habitude d'être la cible des Occidentaux pour différents minerais. Déjà, on parle du caoutchouc avec l'histoire de Léopold II, on ne va pas en parler parce que tout le monde connaît déjà. Et il y a aussi les minerais qui permettent de pouvoir bombarder le Japon. Dans la fabrication des bombes atomiques. Oui, bien sûr, qui sont extraits de la République démocratique du Congo. Et quand on découvre que le coltan aussi est un élément important, donc voilà. En 1997, Mobutu est chassé par Kabila. Je me souviens encore, c'était le 17 ici, qu'il y a eu plusieurs débats des jeunes et tout. Kabila s'installe, mais il amène avec lui les Rwandais. Et il les place, c'est lui qui les place officiellement dans les institutions même régaliennes du pays. Je vois James Kabarebe qui devient chef d'état-major de l'AFDEL. Il y a Azarias Rouberois qui est secrétaire au ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas là aussi l'origine de cette guerre qui perdure jusqu'à aujourd'hui, le fait de placer les Rwandais de manière officielle dans les institutions ou dans l'intimité même des Congolais? C'est une stratégie, certes, que les Rwandais ont utilisée pour pouvoir attaquer la République démocratique du Congo, mais je ne saurais dire, mais vraiment je ne pense pas que M. Laurent Désiré Kabila avait cette intention-là. Parce qu'il était commun de voir qu'en ce moment-là, il y avait des pays
qui se faisaient aider par les pays voisins pour pouvoir renverser certains régimes. Et c'est même le cas aujourd'hui, parce que quand vous voyez comment les États de l'AES sont unis, Beaucoup d'alliances quand ouais, bien même. sûr. Donc, moi, je pense que c'était quelque chose qui, normalement, se faisait. Et Monsieur Laurent Désiré Kabila, pour lui, avait trouvé que c'était normal. Parce qu'il y a un détail qu'on oublie, c'est qu'à part le Rwanda et l'Ouganda, il y avait l'Angola aussi. Mais Qui a aujourd'hui, on ne intervenu. parle pas autant de l'Angola parce qu'il n'y a pas eu Il n'y a pas de guerre il à n'y a pas de l'ouest. conséquences visibles avec. Ouais, donc, clairement, c'était un plan des Rwandais de pouvoir se retourner contre lui une fois, ou pas se retourner, mais l'utiliser une fois il sera au pouvoir. Mais je pense que lui, c'est pas du tout passé quand il a compris ça. Mais après aussi, Laurent Désiré Kabila les chasse quand même. Oui, il les chasse parce qu'il finit par comprendre leur plan. Et quand il les chasse, la première des choses qu'il fait, c'est destituer James Kabarebe. Et il dit clairement que tous ceux-là qui sont en train d'œuvrer pour la destruction du Congo, notamment les Rwandais, qui puissent rentrer. Et il y a un détail que j'oublie, il faut savoir qu'avant ça, le Rwanda ne constitue pas un danger pour la République démocratique du Congo. Parce qu'ils arrivent en 1959 en tant que réfugiés et ils veulent juste s'installer, être dans un endroit de paix, loin de tout ce qui se passe dans leur pays. Donc, je ne pense pas qu'en ce moment-là, Laurent Désiré Kabila comprend le plan. C'est juste quand il devient président qu'il comprend tout. Ok, mais Kabila Laurent meurt en 2001, Mhm. en janvier. Son fils prend les pouvoirs et quelques temps après, il élève son père au rang de héros national. Quand on sait que c'est lui, quelque part, qui a amené une vague de Rwandais au Congo, officiellement les placer aussi. Selon toi, et ça a fait débat les 17 dans plusieurs forums de jeunes, selon toi, est-ce qu'il mérite aujourd'hui d'être un héros national? Personnellement, oui. Ok. Parce que c'est le seul qui se lève vraiment, je pense, jusqu'à aujourd'hui, qui se lève vraiment en disant non, je ne veux pas du Rwanda dans mon territoire et partez. Et il constitue une menace pour eux. Et c'est pourquoi il est assassiné d'ailleurs. Ok. Donc, si il est assassiné parce qu'il ne veut pas que le Congo soit pris en otage par le Rwanda, bah, il mérite, il mérite d'être il mérite quand même d'être sûr, quand même. appelé. Ok, mais qu'est-ce qui se passe après sa mort? L'exécution du plan du Rwanda plutôt, parce que il faut savoir que premièrement, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, il y a James Kabarebe qu'il nomme, comme on l'a dit précédemment, et James Kabarebe, il amène avec lui tous les Tutsis rwandais dans des postes clés de l'armée. C'est la première infiltration. Mais ce qui se passe après la mort, c'est une seconde vague d'infiltration parce que on quitte l'armée et là on voit dans toutes les autres institutions. On peut voir dans les administrations, dans l'économie, dans la politique, énormément de Rwandais. Et c'est vraiment l'exécution du plan du Rwanda après sa mort. Ok. Il y a aussi un petit débat aujourd'hui qui concerne la communauté Banyamulenge, une communauté à l'est du Congo. Beaucoup, en tout cas la majorité des Congolais, considèrent ces gens-là comme étant des Rwandais et pas des Congolais. Toi qui es né là-bas, c'est quoi ta position? Ma position sur ce sujet est que jusque-là, il faut savoir qu'il y a très peu, non, il n'existe pas de preuves qui montrent clairement que ce sont des Congolais. Et la façon dont ils veulent faire les choses n'est pas du tout correcte. Déjà, pour rappeler déjà, l'appellation Banyamulenge désigne le peuple Tutsi rwandais qui est en République démocratique du Congo, qui se proclame, qui s'autoproclame congolais et qui disent qu'ils sont arrivés plusieurs siècles avant l'indépendance en République démocratique du Congo. Mais là, si on doit revoir ce qu'on a dit
au début. La première vague de Tutsis qui arrive en République démocratique du Congo, c'est en 1959. Et à ce moment-là, ils ne constituent aucun danger. Et autour des années 90, à la fin plutôt des années 90, c'est la deuxième vague qui arrive. Et c'est ceux-là qui constituent un danger. Et ceux-là qui rentrent, leur but, c'est de pouvoir, premièrement, prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Et c'est là où la revendication des Tutsis, autrement des Banyamulenge, se fait vraiment savoir parce qu'ils arrivent, ils disent qu'ils sont congolais, il n'y a aucune preuve sur le sujet et ils prennent les armes en disant on est discriminé ici, la manière de faire les choses n'est pas du tout correcte. Et à part le fait qu'ils veulent le pouvoir en République démocratique du Congo, ils ont une façon de pouvoir traiter les Congolais qui n'est pas du tout correcte. C'est comme s'ils se plaçaient à un certain piédestal et qu'ils méritaient plus que la population sur place. D'autant plus que leur but, c'est de pouvoir exterminer la population. On le sait tous. C'est ça les buts? Bien sûr, on sait tous que la République démocratique du Congo, avec ce qui se passe quand on parle de 20 millions de morts, plus de 20 millions de morts dans la guerre, il y a les femmes qui se font violer. C'est pour que... Et quand on parle de violer, ce n'est pas des viols seulement avec les appareils génitaux des hommes, qui entrent en elles, mais il y a aussi des objets qu'on met en eux. Il y a des bébés qui sont tués, il y a des enfants qui sont tués, et tout ça, c'est dans le but de pouvoir exterminer une population. Parce donc que c'est la femme, bien sûr, c'est la femme qui donne la vie. Les enfants sont l'avenir. La génération future. Ils sont la génération future. Donc, il y a ce but-là, totalement, de pouvoir exterminer la population et de pouvoir les marginaliser, et ils prennent les armes. Et c'est tout ce qui fait en sorte qu'ils ne soient vraiment pas crédibles dans leur marche. Et ceux qui les ont représentés publiquement, on va parler par exemple de Azarias Ruberwa avec le RCD, il y a eu énormément de controverses autour de son lieu de naissance. On prend Laurent Kunda avec le CNDP. Il y a beaucoup de rapports de l'ONU qui ont pu prouver qu'il n'était pas du tout congolais, et qu'il n'avait pas des antécédents dans l'armée congolaise, hein, et qu'il faisait partie, il était totalement rwandais. Donc déjà, avec tous ces éléments, on pense qu'on en a assez pour pouvoir montrer que ce ne sont pas des Congolais du tout. Oui, ce que j'écoute, c'est bien. Il y a aussi dans la communauté congolaise, hein, aujourd'hui la guerre au Congo est criée dans le monde, mais les Congolais veulent que la communauté internationale reconnaisse que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Une guerre qui jadis était un conflit armé non international, c'est-à-dire les groupes rebelles M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que quand on parle d'une implication du Rwanda, tu es d'accord avec ça? Totalement, parce que c'est eux qui soutiennent. Okay. Même déjà dans la démarche des Tutsis, quand ils arrivent, les Banyamulenge plutôt, quand ils arrivent et qu'ils prennent des armes, on se rend compte que derrière, il y a le Rwanda qui soutient. Donc tout ça, derrière, il y a le Rwanda, c'est tout un plan en fait, du Rwanda pour pouvoir déstabiliser la République démocratique du Congo. Ok, mais dans la communauté congolaise aujourd'hui, une communauté qui demande des sanctions aussi au Rwanda, mais vraiment quand on regarde dans le commun des mortels des Congolais, il y a la fête. Ce n'est pas un état d'esprit, un mindset d'un peuple qui est en guerre, comme c'est le cas en Ukraine, comme c'est le cas en Palestine. Comment voulez-vous, vous, Congolais, que l'on vous prenne au sérieux si vous-même, vous ne le faites pas en interne? Déjà, il faut, premièrement, un éveil de conscience en République démocratique du Congo, parce que je pense clairement qu'il y a très peu de gens qui connaissent pas ce qui se passe à l'Est, mais qui comprennent réellement ce qui se passe. Qui maîtrisent la situation. Qui maîtrisent la situation. Et deuxièmement, parmi ceux qui maîtrisent la situation, très peu ont envie de prendre position.
ou de s'exprimer publiquement parce qu'ils se disent qu'ils risquent leur vie. Donc, mais pour la plupart, c'est qui ne sont pas juste, ils ne connaissent pas. Et je pense que ça fait partie aussi du système politique à plus en plus favoriser l'abrutissement du peuple congolais. Parce que quand on regarde les générations d'avant, nos parents étaient plus instruits. Nos parents, ils connaissaient énormément des choses. C'était des personnes qui sortaient quand même pour marcher. Et même si les situations ne sont pas les mêmes, honnêtement, à l'époque, il n'y avait pas de telles atrocités comme il règne en ce moment. Et je pense que normalement, c'est nous qui devrons plus Faire plus, en faire fait. plus par rapport à eux. Et malheureusement, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Très peu de personnes arrivent à se documenter sur Par le rapport à ça. sujet. Et déjà, quand je parle de la documentation, je ne parle pas du fait qu'il faudrait seulement s'acheter un livre, mais quand quelqu'un il a 10 $ et qu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il va préférer faire entre acheter un livre ou se chercher quelque chose à manger. Donc, il y a tout ça là qui compte, qui fait qu'il y a de plus en plus des Congolais qui ne sont pas conscients de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est là le premier instrument, c'est l'éveil de conscience. Et en second, on parle aussi de la division du peuple congolais. On peut le voir Par rapport au par tribalisme rapport au aussi. tribalisme. C'est vraiment ancré en République démocratique du Congo. Et honnêtement, c'est arrivé avec le régime où les Rwandais sont entrés en République démocratique du Congo. Il y avait ce côté où les Swahiliphones, en quelque sorte, avaient beaucoup plus d'avantages et faisaient beaucoup plus peur à d'autres peuples. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une division. Quand on regarde même en termes de partis politiques, c'est plus soutenu parce que nous venons du même endroit, de la même province, nous Plus sommes ethnique. issus de la même ethnie, que parce que nous soutenons l'idée du candidat. Une personne Ouais, qui bien a sûr. une vision, Donc, etc. il y a la division du peuple congolais, et quand on parle de diviser pour mieux régner, on peut très bien voir ça en République démocratique du Congo. Ok. Moi, je suis content de te recevoir ici. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette guerre? Ce que moi je peux ajouter, c'est juste de pouvoir faire un effort, de pouvoir connaître, de se renseigner de plus en plus sur le sujet, parce que c'est une partie du corps congolais. On parle, on te dit aujourd'hui, si tu sens que ta jambe fait mal, tu auras du mal à marcher, tu auras du mal à accomplir certaines tâches parce qu'il y a une partie de ton corps qui ne va pas bien. Donc, on ne va pas franchir un cap vers le développement dont on est à la quête depuis plusieurs années sans pouvoir régler le problème de la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, il faudrait de plus en plus se documenter sur le sujet, de plus en plus comprendre ce qui se passe et de plus en plus en parler. Parce que moi, je suis aussi contre le fait qu'on puisse laisser la charge aux autres d'en parler en disant que ouais, on tue, mais ils ne disent rien. Bah, si vous ne dites rien, vous voulez que les autres disent quoi à votre place. Et aussi l'unité, parce que ça me fait mal de voir qu'il y a vraiment un peuple congolais qui est tellement divisé. Et voilà. Ok. Avant de finir, moi, j'aime toujours poser cette question aux gens de la diaspora que tu représentes aussi. Quel est le rôle que doit jouer la diaspora dans cette guerre? Qu'est-ce que la diaspora doit faire, sachant que la diaspora n'est pas sur terrain? Bah, la diaspora doit en parler aussi, parce que la diaspora congolaise, c'est vraiment Elle en parle, l'image. elle marche quand même. Bon, ouais, aujourd'hui quand même, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de marches sur le sujet. Il y a de plus en plus des gens qui montrent que voilà, il se passe quelque chose au Congo. Mais même quand la diaspora essaye de faire ou essaye de parler, c'est vrai que j'ai vu aussi beaucoup de sujets de ouais, vous n'êtes pas ici,
vous ne vivez pas réellement ce qui se passe ici, mais ça ne doit pas décourager les Donc, gens vous de n'avez pouvoir... pas une Bien sûr. légitimité Ouais, pour bien en sûr. parler. Mais après, ça ne doit pas décourager les gens de pouvoir en parler. Et aussi, il y a un côté de cette diaspora qui prend conscience. Mais on ne va pas nier qu'il y a encore un très grand nombre de personnes qui ne veulent pas prendre conscience sur le sujet, qui sont juste euh, intéressés par le côté festif, l'habillement, etc. Remplir les stades, remplir les Mais salles. après, Ça. comment voulez-vous que le peuple vous fasse confiance, les gens de la diaspora? Parce que c'est vous qui rentrez souvent pour diriger, après avoir reçu des formations ici. Ben, le peuple, à un moment donné, peut se fatiguer aussi pour se dire que vous criez quand vous êtes là-bas et quand vous venez ici, c'est pour prendre l'argent. Euh, sur ce sujet, je dirais que déjà la diaspora qui rentre pour diriger est celle qui a des pistons. Moi, personnellement, Qui a un bon réseau. bien sûr qu'il y a un bon réseau. Moi, personnellement, j'en ai pas. Et je pense que ce n'est pas le cas pour toi ou pour plusieurs personnes. Donc, ceux qui ont un bon réseau, ils vont diriger en fermant la bouche. Le problème, c'est ça. Moi, je ne peux pas totalement Dès, cautionner ça. dès qu'on a le pouvoir, aujourd'hui, on parle bien, hein, mais dès qu'on a le pouvoir, on ferme sa bouche en Afrique. Ouais, je dirais que c'est dû au fait que il y a déjà quand tu arrives dans un environnement où on te montre que si toi tu ne voles pas, il y a des gens qui vont voler, il y a des gens qui vont en profiter, et que si toi tu refuses de voler, tu es un peu comme le méchant. Facilement, ça peut t'influencer, mais après, je pense que ça dépend des personnes. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, personnellement, je ne pense pas que j'accepterais, surtout que j'ai raconté que mes premières années sur Terre étaient tellement difficiles. Et je sais ce que j'ai vécu. Tu connais l'histoire, Ouais, tu as bien cette sûr, je ne conscience-là. pense pas que je serais autant ouvert à trahir le Congo à ce niveau-là. Donc, comme Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Moi, je suis content de t'avoir reçu dans la tribune pour le peuple. Moi aussi, je suis content d'être là. Ça fait toujours plaisir de recevoir des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Américains et des gens de partout dans le monde pour parler de leur histoire et surtout pour conscientiser la population par rapport à ce qui se passe. Merci aussi au peuple de nous avoir suivis. Chers Congolais, sachez que nous sommes de cœur avec vous et que Dieu nous aide en tout cas à en finir une fois pour toutes avec cette guerre. Ayons surtout la conscience que cela implique tout Congolais, Congolais du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, même des centres. Mettons-nous tous ensemble, en tout cas, et travaillons main dans la main afin de réussir et d'aller de l'avant. Demain sera meilleur pour le Congo. Rendez-vous chaque mercredi à 14 h sur Chiz Radio et dimanche à 12 h sur YouTube, comme je l'ai dit l'autre fois. Bientôt sur les plateformes de streaming, Spotify et autres. N'oubliez pas de vous abonner à la tribune pour le peuple. Merci. Merci.